Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Afonso pour une nouvelle vidéo sur les humanités parallèles et les cryptoterrestres. Mais avant de commencer, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 3 février 2024 à Paris 14e de midi à 18h. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un mail car toutes nos coordonnées seront en dessous de ce podcast. Et le thème sera sur la fausse lumière. Vraiment, c'est un thème qui est tellement intéressant parce que beaucoup de personnes sont dans la fausse lumière et ne le savent même pas. Vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire car c'est un thème qu'il faut étudier pour comprendre et discerner. Et on voulait vous annoncer également que Paul Ponceau donne un webinaire le samedi 17 février 2024 sur le contrôle mental. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 17 février pour vous y inscrire, jusqu'à 17h, 18 heures le 17 février. Jusqu'au 17 février. De toute façon, on mettra le lien pour vous y inscrire juste en bas de cette vidéo. Donc, pour s'y inscrire, le lien sera là. Il suffit juste de suivre la procédure. C'est un webinaire qui a un tout petit prix. Oui. Et vraiment, ainsi on montre la conférence en présentiel. Absolument. Donc, c'est des prix extrêmement bas. Donc, c'est accessible à tout le monde. Et c'est vraiment bien comprendre dans ce webinaire, c'est bien comprendre que le contrôle mental, ça va bien au-delà des programmes de type MK, que c'est lié à des entités non humaines, c'est lié aux pensées intrusives. Donc on fera référence au travail de Marzinski, mais aussi au travail de Wilson Van Dusen. On regardera aussi le lien avec les égrégores et beaucoup d'autres informations. Donc sachez que c'est un webinaire absolument inédit, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors sachez également que le webinaire sur le projet Bluebeam du vendredi 19 janvier, l'enregistrement est disponible. Donc pour acheter l'enregistrement, on mettra un lien également juste en dessous de ce podcast. Donc si ça vous intéresse, sachez que l'enregistrement du webinaire du 19 janvier sur le projet Bluebeam est disponible. Absolument. Et pour continuer, alors Paul, tu vas nous parler des différentes humanités parallèles. Est-ce qu'il y a que des humains ou il y a d'autres humanités qu'on ignore? Il y a des humanités parallèles, mais même dans le genre Homo sapiens, il y a des humanités, des Homo sapiens que l'on ignore totalement. Et là, je vais citer des sources mainstream. C'est par exemple qu'il y a entre 200 et 400 tribus, rien qu'en Amazonie, au Pérou et au Brésil, qui sont totalement inconnus. Et là, on parle d'Homo sapiens, d'humains comme nous, mais qui ne se sont jamais mêlés à la civilisation, entre guillemets, parce que toutes ces tribus dites primitives sont très souvent beaucoup plus civilisées que nous, les Occidentaux. Et ça, c'est des chiffres officiels, de 200 à 400 tribus totalement inconnues. Il y en a une qui a été filmée en 2014, et en 1995, il y a une de ces tribus donc, qui était située en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'il y en aurait aussi au moins une centaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée de tribus qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation, entre guillemets. Et en 1995, il y a une de ces tribus qui a eu son premier contact avec finalement la soi-disant civilisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette tribu avait les mêmes mythes fondateurs sur la présence d'entités non humaines de type reptilien qui auraient leurré l'humain à la chute. Donc on voit bien une origine commune à tous ces mythes qui sont tout sauf des mythes. Et on voit bien que toute l'humanité a eu ses contacts avec les entités sans âme. Donc quand on parle de tribus inconnues, on parle d'humains, d'homo sapiens, qui ne sont jamais rentrés
en contact avec la civilisation. Donc, ils ne savent pas ce que c'est une machine, etc. Et c'est très bien. Et il y a maintenant des associations, des gens qui essayent de préserver ces tribus. Il y a par exemple une île en Inde, donc c'est les îles Andaman et Nicobar. Une partie de ces îles sont totalement fermées pour protéger ces tribus, pour pas qu'elles sont dérangées. Donc ça, il y a des très très bonnes choses qui se passent et c'est vraiment très intéressant parce que ces Homo sapiens inconnus, donc là on parle bien d'Homo sapiens, d'humains absolument comme nous inconnus, il y aurait même des tribus indiennes inconnues en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada, comme le disent certains témoignages. Et il y a un film qui s'appelle Last of the Dogmen, donc les derniers des hommes chiens, les Dogmen. C'était une tribu amérindienne. Donc, et ce film, donc, ça parle du thème de ces tribus amérindiennes qui s'appelaient les Dogmen, qui seraient restées à l'écart de la civilisation. Donc c'est un film vraiment très intéressant. Ils veulent vraiment préserver parce qu'ils veulent préserver leur tradition et tout cela. Et la thématique est très intéressante parce que c'est un film qui date de 2001, un film qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et en gros, ça racontait l'histoire d'un explorateur qui rentrait en contact avec des tribus amérindiennes qui n'avaient jamais été découvertes aux États-Unis. Et la thématique de ce film est absolument vraie, puisque selon même le travail de Lone Strickler, selon même le travail de plusieurs experts américains, il y aurait des tribus amérindiennes qui n'auraient jamais eu de contact avec la civilisation. Donc, ça, c'est vraiment passionnant, mais ce ne sont pas encore des humanités parallèles. Ce sont des humains comme nous, mais qui ne sont pas rentrés dans cette espèce de pseudo-civilisation. Et je dois dire que c'est très bien pour eux et c'est mieux pour eux. Donc, malheureux. Ils ne sont pas du tout malheureux et c'est très bien qu'il y ait des gens qui prennent conscience de ça et qui essayent de les protéger parce que finalement, toute cette civilisation contrôlée par les entités non humaines, civilisation occidentale, entre guillemets, quand elle s'est propagée dans le monde par le colonialisme et tout ça, elle n'a apporté que du malheur et que le système de contrôle. Donc c'est très très bien que ces tribus restent protégées. Mais là, on parle d'humanité comme nous, d'Homo sapiens sapiens, qui vivent à l'écart de la civilisation. Mais nous, ce dont on va parler ici, c'est d'autres humanités, des humains, mais qui ne sont pas des Homo sapiens sapiens, des humanités vraiment différentes, qui sont tombées en même temps que nous dans la fausse création. Est-ce qu'elles vivent dans cette dimension? On parle de personnes qui vivent dans cette dimension. Donc, je vais faire le distinguo à partir de maintenant entre les tribus d'Homo sapiens sapiens qui n'ont pas encore été découvertes. Ça, c'est ce dont on a parlé. Les humanités parallèles qui sont d'autres humanités que les Homo sapiens sapiens qui sont développées parallèlement à l'Homo sapiens sapiens et entre les êtres des autres dimensions. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un autre vidéocast YouTube sur les êtres d'autres dimensions. Et ces humanités parallèles font partie des cryptoterrestres, c'est-à-dire des formes de vie intelligentes qui sont cachées du reste de l'humanité. Donc là, on ne parle pas d'entités sans âme, c'est un thème différent. On parle tout simplement d'humanité parallèle, d'humanités qui sont développées parallèlement à nous. Alors, un des exemples typiques, c'est ce qu'on appelle le petit peuple, les fées, les lutins, les gnomes. Ce qu'il faut savoir, c'est que
tous les peuples du monde ont des mythes qui parlent de ces petits peuples. Et ces mythes sont basés sur des faits réels parce qu'il y a des preuves matérielles. Par exemple, il y a une chercheuse qui s'appelle Suzanne Martinez, chercheuse américaine, qui a fait des recherches sur toutes les traces qui montraient l'existence de cette humanité parallèle de petite taille aux quatre coins du monde. Et elle en a conclu que ces humanités parallèles ont coexisté pendant très longtemps avec l'Homo sapiens sapiens. Autrement dit, avec nous. Il y a eu des photos qui ont été faites, on va y revenir. Mais ces humanités parallèles ont coexisté et continuent de coexister avec nous. Et il y en a plusieurs types, comme on va le voir. Et effectivement, il y a eu des photos de fées, de gnomes qui ont été prises, par exemple, en Indonésie ou en Malaisie. Il y a un homme sauvage qui passe devant une moto, un petit homme. Et ça, c'est les Indonésiens parlaient justement de cette race de pygmées, cette race d'humains de petite taille qui coexistait avec le reste de l'humanité et qui habitait dans les forêts. Ces humains de petite taille sont une humanité qui est parallèle à Homo sapiens sapiens. On ne parle pas de tribu inconnue, on parle d'une humanité parallèle d'humains de petite taille qui ont la même intelligence que nous, même s'ils n'ont pas accès à la technologie. Et les gens en Indonésie disaient que cette humanité de petite taille maîtrisait leur pouvoir psychique, qu'ils étaient capables d'invisibilité, qu'ils étaient capables de se déplacer extrêmement rapidement, comme le montre d'ailleurs cette photo, et qu'ils étaient très hostiles vis-à-vis de l'humanité, non pas parce qu'ils étaient méchants, mais parce qu'ils ne voulaient pas être parasités par cette humanité, par l'Homo sapiens. Autrement dit, ils voulaient garder leur mode de vie. Ne pas être dérangé. Donc, il y a une chercheuse, Robin Machado, donc c'est une chercheuse canadienne qui a mené des recherches sur ce qu'on appelle le petit peuple, sur ce qu'on appelle les fées, les gnomes, les elfes, et elle en a conclu que pour certains d'entre eux, c'était une humanité parallèle qui s'est développée parallèlement à nous, et que cette humanité parallèle, selon les témoignages reçus en Amérique du Nord, possédait, comme en Indonésie, des pouvoirs psychiques, notamment des capacités télépathiques, qu'ils étaient capables d'invisibilité parce qu'ils possédaient des pouvoirs psychiques pour se rendre invisibles, ce dont sont capables certains yogis, certains maîtres indiens et tout ça. Eh ben, le petit peuple les possède aussi, et surtout qu'ils étaient capables de se déplacer extrêmement rapidement. Et Robin Machado a fait des recherches et a retrouvé des empreintes de pas, mais aussi des artefacts, des pointes de flèches et tout ça, qui appartenaient à ce petit peuple. En Irlande aussi, il y a des rumeurs qui ne sont pas que des rumeurs, qui parlent d'une race d'humains parallèles, et il y a des artefacts qui continuent d'être trouvés. Par exemple, au XXe siècle, il y a eu des chaussures de toute petite taille en peau de souris qui ont été retrouvées en Irlande. Et cette race parallèle, cette humanité parallèle de petite taille, les traces sont un petit peu partout. Il y a des pyramides en Amérique latine où c'est impossible pour un humain de rentrer dedans sans se baisser. Donc on voit bien que ça a été construit
par cette Oui. humanité parallèle. Donc, en promenant dans la forêt, c'est possible de percevoir des faits. C'est pas les percevoir, c'est de les littéralement voir. les voir. Ouais. Et il y a des cas d'apparition en France. Et d'ailleurs, il y a plusieurs humanités parallèles. Par exemple, nous, on est près d'un village où il y a eu des apparitions de fées très récemment. Et c'était un fermier qui avait creusé donc un puits, et il retrouvait des empreintes de pas de petite taille tous les matins à proximité de son puits qui avait été creusé sur un endroit qui était fréquenté par des fées, des esprits des gnomes et tout ça. C'est près d'une église. Il y a une église qui est à proximité, donc un lieu qui était considéré comme sacré par les anciens. Et il y a un anthropologue dans les années 50, Charles Joistel, qui a recueilli des témoignages d'apparitions de ces fées, de ces humains de petite taille, dans la région du Dauphiné, dans la région de Grenoble, dans la région de Gap, dans la région de Die, donc Die dans la Drôme et tout ça, en Haute-Provence aussi. Donc, il y a énormément de témoignages contemporains. Et ces humains de petite taille continuent à être vus en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Par exemple, il y a des témoignages d'apparitions de fées qui sont recensés par un organisme qui s'appelle The Fairy Survey, et beaucoup de témoignages contemporains d'apparitions de cette humanité parallèle. En Irlande, par exemple, et en Écosse, il y a des forts qui sont vitrifiés, et personne ne sait comment ces forts ont été vitrifiés, et selon les habitants de la région, ils ont été construits par les fées. Et quand les Irlandais et les Écossais et les peuples celtes parlent de fées, ils parlent de deux types de fées. Donc un type de fée qui est lié aux entités sans âme, qui est lié aux apparitions d'entités sans âme, mais aussi des fées, des gnomes qui correspondent à une humanité parallèle. Et les témoignages sont vraiment, vraiment nombreux et continuent, et les témoignages continuent d'être rapportés. Nous-mêmes, on a reçu le témoignage de quelqu'un qui a aperçu un gnome, donc qui était avec quelqu'un et qui a littéralement aperçu un gnome. Donc, il y a énormément de témoignages. Certaines de ces entités sont ce que l'on peut appeler des entités sans âme, qui se font passer pour des fées, des gnomes, des lutins, mais d'autres correspondent à des humanités parallèles. Elles correspondent à une humanité parallèle qui s'est développée parallèlement à nous. Et ça c'est que ça va extrêmement loin. Les implications sont absolument énormes. Et je répète bien, les témoignages continuent d'affluer. Tu penses qu'elles sont dotées de technologie? Elles ont la technologie parce qu'elles ont des pouvoirs. Elles ont, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Voilà les papiers du Fairy Census. Donc c'est un organisme britannique. Et ça, c'est des témoignages d'apparitions de fées recueillis entre 2014 et 2017. Donc, voyez un peu le nombre d'apparitions de fées qu'il y a eu. Bon, après, c'est écrit en petit et tout ça, mais c'est énormément d'apparitions, énormément de témoignages. Et c'est vraiment aux quatre coins du monde. Donc, encore une fois, certaines de ces fées, de ces gnomes, de ces représentants du petit peuple sont clairement des entités sans âme, parce qu'on va retrouver, après des apparitions de fées, les mêmes phénomènes que lors d'apparitions d'entités sans âme.
des enlèvements d'humains, des phénomènes d'hybridation avec ce que les anciens appelaient les changelings, qui correspondent à des expériences d'hybridation. On va retrouver aussi des phénomènes de vampirisme psychique. Beaucoup de personnes qui ont eu des apparitions de fées et de gnomes vont dépérir littéralement, tomber malades, et leur vie va basculer, que ce soit dans les temps anciens ou dans les temps modernes ou à l'époque contemporaine. Et ça ressemble au syndrome du contacté dont on a parlé dans des vidéos précédentes. Par contre, donc, elle ferait comme les entités sans âme. Elle ferait comme les entités sans âme, parce qu'il y a des fées qui sont des entités sans âme. Mais il y a d'autres fées, d'autres gnomes, d'autres représentants du petit peuple, d'autres de ces êtres, de cette humanité parallèle de petite taille. Quand les gens les aperçoivent, rien ne se passe. C'est comme si on apercevait un animal, un ours, un loup. Oui, parce que c'est authentique. Parce que c'est des entités, c'est tout simplement une humanité parallèle. Donc, c'est comme ça, c'est en fait par les conséquences que ça se distingue. Quelqu'un qui voit des représentants d'une humanité parallèle n'ont pas d'effet secondaire, sauf si ces représentants de l'humanité parallèle font disparaître la personne. Les personnes qui voient des entités sans âme qui se font passer pour une humanité parallèle, eux, il y a très souvent des effets secondaires, des phénomènes de type abduction, des phénomènes aussi de poltergeist qui sont liés aux entités sans âme, des incendies mystérieux. Il y a aussi des phénomènes d'hybridation, il y a des phénomènes de vampirisme psychique et aussi de disparition. C'est avec un peu les deux types. Alors, pourquoi des personnes qui voient ces représentants d'une humanité parallèle disparaissent? Parce que cette humanité parallèle, ces humanités parallèles, parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs, ne nous aiment pas. Pourquoi ces humanités parallèles ne nous aiment pas? Parce qu'elles ont peur qu'on les détruise. Elles ont extrêmement peur de nous. Donc, il y a des gens qui s'aventurent sur leur territoire, qui sont enlevés par ces humanités parallèles. Et ça expliquerait certains cas de disparition mystérieuse. Par exemple, dans les années 60, il y a un petit garçon, Dennis Martin, qui a disparu aux États-Unis et des témoins l'ont vu dans les bras d'un homme sauvage, d'un homme de type Bigfoot, sur lequel on va revenir parce que ça fait partie de toutes ces humanités parallèles. Et justement, beaucoup de jeux. Donc, pour en revenir aux faits, avant de passer au Bigfoot, les apparitions de fées et de gnomes sont multifactorielles. Une grande partie d'entre elles sont des entités sans âme qui se font passer pour des fées ou des gnomes. D'ailleurs, je remercie au passage la personne qui nous a envoyé énormément de liens, de documentation par vidéo sur ces entités sans âme et sur comment elles utilisent nos croyances pour nous manipuler. Donc, on la remercie, vraiment super sympa et tout ça. Et puis, il y a des fées, des gnomes, des elfes, peu importe comment on les appelle, qui correspondent à une humanité ou à des humanités parallèles de petite taille, qui sont différentes de l'Homo sapiens, qui sont tombés en même temps que nous dans la fausse création. Et donc, il y a des chercheurs spécialisés dans ça, notamment Robin Moonshadow, et quelques chercheurs en Irlande, notamment, et en Grande-Bretagne, notamment l'équipe du Fairy Census, qui sont en train d'amasser des preuves de la subsistance de ces races parallèles, de ces humanités parallèles. Et il commence à y avoir des empreintes de pas, des artefacts, même des constructions qui commencent à être découvertes, des squelettes aussi de petite taille, donc progressif. Donc,
Donc vraiment, ces humanités parallèles, c'est une réalité, c'est un fait absolu. Alors, après, il y a ce qu'on peut appeler les Bigfoot, les Bretous, ce qu'on peut appeler des hommes sauvages, des humains archaïques. Et ces humains archaïques, qui ressemblent à des hommes préhistoriques, ont également été vus dans le monde entier. Donc, il y a le Bigfoot, par exemple, aux États-Unis et au Canada. Il y a l'Almasty dans le Caucase. Il y a le Yeren. Il y a le Yeren en Chine, le Yowie en Australie. Il y a des hommes sauvages. Voilà, il y a des hommes sauvages aussi au Japon. Il y a un très bon reportage qui a été fait par Virgile Candeille sur ces hommes sauvages du Japon que je vous recommande d'aller voir. Il y en a aussi en Russie, le film de Patterson et Gimlin sur lequel on va revenir. Et donc, il y a ces hommes sauvages. Alors, ces hommes sauvages ressemblent à des hommes préhistoriques. Donc, on peut penser que beaucoup de squelettes d'hommes préhistoriques qui sont censés avoir des millions d'années, mais dans lesquels les chercheurs découvrent des traces de tissus, littéralement, des traces de tissus, des cellules des Néandertaliens ont été découvertes, correspondraient à ces humanités parallèles qui continuent de coexister avec nous et donc seraient beaucoup moins anciens qu'on ne le dit. Simplement, il y a un blackout total sur ces humanités parallèles, que ce soit les fées ou les hommes sauvages parallèles, parce que ça remet en question énormément de paradigmes, notamment des théories dont je ne parlerai pas ici, mais sur lesquelles se sont construits une grande partie de la science. Ça remet tout en cause, ça remet tout en question. Ça remet tout en question sur l'origine de l'humain. Et justement, le système de contrôle ne veut pas que l'humain découvre ses véritables origines, qui il est. Donc, beaucoup de squelettes d'hommes préhistoriques, et ça n'engage que moi en tout cas, sont beaucoup moins anciens qu'on ne le dit, et correspondent en fait à ces humanités parallèles qui meurent et leurs squelettes sont retrouvés. Parce que ces humanités parallèles continuent de coexister parmi nous. Par exemple, pour le Bigfoot, beaucoup de gens disent que c'est une espèce de singe inconnu. Et effectivement, il est très possible que certaines apparitions de Bigfoot soient des singes inconnus de type gigantopithèque. Mais ça n'explique absolument pas toutes les apparitions. Et il y a un groupe de chercheurs qui cherchent à tout mettre sur le dos d'apparitions de gigantopithèques. Certes, certains Bigfoot correspondent à des gigantopithèques qui sont des singes préhistoriques qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années et qui étaient de très grande taille. Certaines descriptions de Bigfoot correspondent à des gigantopithèques, mais c'est une minorité parce que la plupart des descriptions de Bigfoot correspondent ou à des entités de type extradimensionnel ou à des entités qui ont une intelligence, mais quasi humaine ou une intelligence humaine. Et je vais donner des exemples. Donc déjà, il y a des Bigfoot qui sont de nature extradimensionnelle. Par exemple, il y a le chercheur américain Stan Gordon qui a recueilli énormément de témoignages de Bigfoot qui étaient vus en compagnie de grilles, de reptiliens et d'entités non humaines. Donc là, on voit très clairement que ce sont des chimères liées aux expérimentations des entités sans âme et du CMI. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. D'autres Bigfoot sont vus en train de disparaître dans ce qu'il faut bien appeler des vortex. Donc là, c'est même pas forcément des entités sans âme, c'est des créatures d'autres dimensions qui passent dans notre dimension. Il y a
des Bigfoot qui sont des entités sans âme, qui se font passer pour des Bigfoot parce qu'elles sont capables de manipuler, de nous leurrer, de manipuler nos systèmes de croyances. Donc ça, on en parlera dans d'autres podcasts. Donc le Bigfoot, ça serait c'est multifactoriel. C'est à plusieurs niveaux. Donc si on voit un Bigfoot, on peut pas savoir ce que c'est. Ce que c'est et comment ça provient. Après, c'est là où il faut faire des recherches. Mais il y a des Bigfoot. Il y a des Bigfoot, oui, parce que il commence à faire plus sombre. Mais il y a des Bigfoot qui sont très clairement des créatures qui correspondent à une humanité parallèle, qui ont une intelligence humaine et qui n'ont pas des caractéristiques de créatures extradimensionnelles. Il n'y a pas, par exemple, toute cette composante de vampirisme psychique liée aux apparitions de Bigfoot qui sont liées aux entités sans âme. Il n'y a pas toute cette composante paranormale, entre guillemets, qu'on va retrouver avec des Bigfoot extradimensionnels. Il y a une intelligence humaine, ce qui montre bien que c'est autre chose que des gigantopithèques ou des animaux inconnus. On parle d'une humanité de type inconnu, pas des entités. Là, on parle d'une humanité inconnue, parce qu'il y a des Bigfoot qui sont des entités, et il y a toutes les caractéristiques des entités sans âme, c'est-à-dire un vampirisme psychique, qui se font passer pour des Bigfoot. Il y a aussi la caractéristique missing time et tout ça, mais il y a des Bigfoot qui sont très clairement des représentants d'une humanité parallèle. Et ça, sur tous les continents. Par exemple... Type les Bretons. Dans les Hautes-Alpes. Si, dans les Hautes-Alpes, oui. Dans tout le sud de la France. En fait, dans tout le sud-est de la France. Val-Gaudemar, en Isère aussi. C'est le Bigfoot français. C'est le bretou, mais absolument, il y a ces Bigfoot qui ont une intelligence quasiment humaine. Par exemple, David Paulides explique que beaucoup de témoignages anciens de Bigfoot, il a recueilli des témoignages d'avant les années 20 de Bigfoot. Beaucoup de témoignages anciens dans des journaux parlaient d'hommes sauvages. C'est qu'après que les témoignages ont été déformés par les journaux pour parler de créatures de type singe. Mais avant les années 20-30, la plupart des témoignages de Bigfoot parlaient d'hommes sauvages. Quand on écoute des témoins de Bigfoot, ce qui surprend, c'est leur regard humain, leur intelligence humaine. Tom Lyons, par exemple, un chercheur américain qui a vécu des expériences avec les Bigfoot et recueilli énormément de témoignages de Bigfoot et qui a montré qu'il y a une espèce de énorme manipulation de la part du CMI pour mettre sous le boisseau cette vérité. Il y a un blackout total. Tom Lyons, il s'est rendu compte par ses propres expériences et en interrogeant des témoins de Bigfoot de l'intelligence de ces créatures. Il y a des gens qui entendaient des Bigfoot se parler entre eux. Parler, on ne parle pas télépathiquement, on parle d'un langage comme le nôtre. Un langage structuré, comme un langage humain. Ils ne comprenaient pas la langue, bien évidemment, mais les témoins disaient que le langage de ces Bigfoot était un langage humain, un langage qui était structuré. Donc ça montre très clairement... Est-ce que c'est compréhensible par rapport à notre langage? Il y a des personnes qui ont réussi à communiquer quelques mots avec les Bigfoot. On ne parle pas de communication télépathique avec des Bigfoot extradimensionnels. Ici, on parle de langage avec des Bigfoot qui semblent être une humanité parallèle. Ces Bigfoot sont aussi capables de déplacements extrêmement rapides et auraient des pouvoirs psychiques, et notamment la capacité de se rendre invisible et la capacité aussi de manipuler la perception du témoin. Et c'est là
où la frontière entre humanité parallèle et entité sans âme se brouille. Par exemple, Tom Lyons rapporte le cas d'une personne qui était allée camper à un endroit qu'il connaissait et qui voit des arbres qu'il n'avait jamais vus auparavant. Or, c'était quelqu'un qui connaissait vraiment le lieu. Donc, il se dit, c'est bizarre, ça fait 2 ou 3 mois que je suis venu, il n'y avait pas ces arbres. Donc, la personne s'est dit, j'ai dû rêver ou j'ai dû ne pas les remarquer. Simplement, il voit ensuite ces arbres se transformer en Bigfoot. Donc, est-ce que on a affaire à une humanité parallèle qui manipule la perception par des pouvoirs purement psychiques, ou est-ce qu'on a affaire à des créatures extradimensionnelles ou à des entités sans âme qui, par leur technologie, manipulent la perception du témoin? On ne peut pas vraiment le dire. Toujours est-il que Lyons rapporte des caractéristiques humaines. Paulides, qui est allé sur le terrain interroger des Amérindiens qui avaient eu des expériences avec le Bigfoot, il dit que les Amérindiens décrivent des créatures humaines ou quasi humaines, avec une intelligence quasi humaine. Voilà, par exemple, il y a même eu des analyses qui ont été faites du film de Patterson et Gimlin, qui est absolument authentique, qui a été authentifié, contrairement à ce que disent beaucoup de sceptiques. Et ces analyses récentes ont montré que la créature a une tresse dans le cou. Ça, c'est des analyses avec la technologie de pointe, que ses cheveux sont tressés. Or, ce n'est pas un animal qui se tresse les cheveux. On voit bien qu'on a affaire à quelque chose d'humain. Et du reste, le petit peuple et les fées tressent parfois les crinières des chevaux. En Irlande, aux États-Unis, mais même en France, dans des endroits reculés, où il y a encore des fées en tant qu'humanité parallèle, il y a des éleveurs qui se lèvent le matin et voient que leurs chevaux ont eu leurs crinières tressées. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ces faits seraient bénéfiques pour les animaux? Elles sont bénéfiques pour les animaux. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et Marie Rocard, une chercheuse française, justement, montre le lien entre ces apparitions de Bigfoot et les humanités parallèles. Donc, elle a écrit un livre sur les humanités parallèles, un livre qui est très simple à lire, que je recommande vivement, parce que c'est une des seules références en français sur ces humanités parallèles. Rex Gilroy, par exemple, un cryptozoologue australien, a montré que beaucoup d'hommes sauvages australiens correspondaient trait pour trait à des hommes préhistoriques, des hommes de type Homo erectus, de type Australopithèque. Donc, qui nous dit que les fossiles d'Australopithèque comme Lucie et tout ça, si ce ne sont pas des mises en scène, qui nous dit qu'ils ne sont pas beaucoup plus récents qu'on ne le dit et qu'ils ne correspondent pas à tout simplement des membres de cette humanité parallèle qui sont décédés, mais beaucoup plus récemment qu'on ne le dit. Il y a peut-être 100, 200, 300 ou 400 ans, donc dans les temps historiques. En tout état de cause, Rex Gilroy, le meilleur cryptozoologue australien, a recueilli des témoignages de personnes qui ont vu des entités de type Homo erectus, de type Australopithèque en Australie. Et ces entités fabriquaient des feux. Donc, des témoins les ont vus faire des feux. Et ça, on parle témoins dans les années 90-2000, donc à l'époque contemporaine. Donc, si ces créatures font du feu, c'est qu'elles ont une intelligence de type humain. D'ailleurs, les hommes préhistoriques, on peut se demander si notre histoire n'est pas beaucoup plus courte qu'on nous le dit, ou si alors il y a eu une timeline synthétique qui a été ajoutée à une timeline originelle. La timeline originelle serait
la Tartaria, Lémurie, l'Atlantide, et la timeline synthétique correspondrait à l'histoire officielle. C'est encore un autre débat, mais toujours est-il que tout laisse à penser qu'il continue à subsister des hommes préhistoriques de nos jours. Par exemple, l'Almastie dans le Caucase, des chercheurs russes disent qu'il est décrit comme un néandertalien. Et il y a même eu des almasties qui ont été capturées, notamment cette femelle, Zana, et qui a même eu des enfants, et des enfants hybrides avec des humains, et la descendance de Zana continue de subsister dans le village du Caucase. Donc on voit bien que c'est une humanité parallèle, mais qui est interféconde avec l'humain. Et au Japon, c'est pareil. L'homme sauvage du Japon, les Japonais le considèrent comme une humanité parallèle. Et pareil, les Bigfoot sont extrêmement... Bigfoot, c'est un terme générique qui englobe ces créatures, ces humanités parallèles. Et quand je dis Bigfoot dans ce podcast, je parle de Bigfoot type humanité parallèle. Je ne parle pas des Bigfoot qui sont des entités sans âme. Je ne parle pas des Bigfoot extradimensionnels. Ça fera l'objet d'autres podcasts. Là, je parle de Bigfoot en tant qu'humanité parallèle. Là encore, ce qui ressort dans les témoignages recueillis par Tom Lyons, ce qui ressort du travail de Paul Aides, etc., c'est que ces Bigfoot sont extrêmement hostiles vis-à-vis des humains, non pas par méchanceté, mais parce qu'ils ont peur de nous, parce qu'ils ont compris qu'il y a tout un système de contrôle autour de nous, auquel d'ailleurs eux-mêmes sont soumis, mais moins que nous, moins manipulés que nous. Donc, dès que quelqu'un rentre dans leur territoire, ils deviennent très nerveux et parfois ils attaquent, ce qui explique des cas de disparition. Ils ne veulent pas être embêtés. En fait. Ce qui explique des cas de disparition. La personne qui nous a envoyé d'ailleurs les documents a expliqué que ces humanités parallèles enlevaient parfois des gens parce qu'ils avaient peur des humains ou parce qu'il y avait des humains qui s'étaient aventurés trop dans leur territoire. Donc maintenant, je vais vous lire un témoignage qui vient de France, qui est récent, qui a été recueilli par Florent Barrère dans son livre sur les traces des hommes sauvages. Et c'est le témoignage de Marion Colas, une Française née en 1982. Donc en juillet 1996, Marion Colas était dans un camp de vacances et c'est là où elle a rencontré un homme sauvage qu'on peut appeler un bretou. Bretou, c'est le Bigfoot français. Il y a des Bigfoot de grande taille, des Bigfoot français, des bretous de grande taille. Récemment, donc dans les années 70, il y a un Bigfoot français, un bretou de grande taille qui a été aperçu par un Belge qui était dans un refuge près de Grenoble où littéralement le Bigfoot l'a observé. Là encore, c'est un témoignage recueilli par Florent Barrère. Et là, Marion Colas aperçoit un Bigfoot de petite taille. Et je vais vous montrer les circonstances et vous allez bien comprendre que c'est humain, que ce n'est pas un animal inconnu. En plein milieu d'après-midi, donc on jouait au ballon. Donc c'est Marion Colas qui parle. Une dizaine d'enfants et un moniteur. Elle était en colonie de vacances, dans l'aire de jeu de la colonie de Choisy-le-Roi à Morillon en Haute-Savoie, aux abords d'une forêt touffue de chênes qui prend naissance sur le flanc de la montagne. À 10 mètres de moi, le moniteur était encore plus près. Un nain velu d'à peine 1 mètre de haut cueillait des baies en débroussaillant un buisson à l'aide de son bâton. Donc on voit l'utilisation d'un outil, on voit bien que c'est une créature qui a une des réactions humaines, sans cesser de marcher d'un pas lent. Il arrivait au seuil de l'aire de jeu et sembla surpris de nous voir. Il s'immobilisa et fixa le moniteur de ses grands yeux noirs et bridés. Il avait de longs pieds nus. Il portait une peau de mouton, là encore, vêtements, donc on voit bien que c'est quelque chose d'humain, qu'il a besoin d'être couvert et puis qu'il a un vêtement. Et ça, c'est un réflexe humain.
à moitié déchiré et une besace, un sac. On voit bien une intelligence pour faire le sac, une intelligence de type humaine, parce que les animaux sont intelligents, mais c'est un autre type d'intelligence. Pendant 30 bonnes secondes, tout le monde était silencieux. Ensuite, le moniteur s'avança vers l'homme sauvage pour le courser. Soudain, il prit la fuite, non pas sur ses 2 pieds, mais à 4 pattes, comme un lièvre. Il laissa son bâton et sa besace à terre. Les 2 objets furent récupérés. À l'intérieur de la besace, on trouva un lapin mort et des racines. Le lendemain, un hélicoptère de la police avait survolé la forêt, mais je ne savais pas si cela avait un lien quelconque avec cet incident. De cet événement, durablement inscrit en sa mémoire, donc ça c'est Florent Barrère qui parle, le témoin peut précisément dresser un portrait robot de l'individu. 1 mètre de hauteur, donc homme sauvage de petite taille. Poil fauve, pas de poils sur les joues, donc visage humain. Maigre et très creusé, bien que la silhouette soit carrée. Il portait un bâton dans sa main gauche et même des vêtements. Une peau de mouton lui couvrait tout le corps. Il portait aussi une besace en bandoulière. Les pieds lui semblaient démesurés. Le visage a surtout marqué le témoin, qui se montre très précis à cet égard. Oreilles en pointe, yeux noirs luisants et en amande, comme un asiatique, les joues sans poils et très creusées. Le front que l'on ne pouvait voir, car la tête semblait s'arrêter aux sourcils. Moustache, cheveux longs, très grande barbe, le nez lui semblait grand et pointu. La bouche n'avait pas de lèvres. Le moniteur et le directeur de la colonie de vacances avaient demandé à tous les enfants de ne jamais parler de cet incident. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des pressions, qu'il y a eu un blackout qui s'est fait. Pourquoi ce blackout? Parce que ça remet tout en question. Néanmoins, la police municipale est contactée dans la soirée et dresse vraisemblablement un rapport de l'incident. Donc là encore, on voit que ces rapports n'ont jamais été rendus publics. Pourquoi? Parce qu'il y a... Et ça confirme bien ce que dit Tom Lyons, David Paulides, c'est un sujet qui dérange. Quelques jours plus tard, en plein après-midi, nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Donc à nouveau, c'est Marion Colas qui part. Nous avons alors découvert un terrier assez large sous un énorme bouleau. Après avoir pénétré dans le terrier, ce dernier se scindait en 2 parties. À l'entrecroisement des 2 couloirs, un tas de braises encore chauds. Donc là encore, les braises encore chauds montrent que la créature maîtrise le feu. Ce qui semblait être de la viande séchée pendait à des bâtons près du feu. Quelques longs poils fauves ont été trouvés. Il me semblait que 2 présences animales étaient terrées au fond du terrier et nous observaient silencieusement. Nous avons pris peur et nous avons fui. Ensuite, donc Marion Colas est revenue à la colonie et en juillet 1997, lors d'une balade en forêt avec le moniteur, le même que celui de juillet 1996, nous avons aussi trouvé sur le sol d'immenses empreintes de pieds nus. Je me souviens que le moniteur avait mis son pied chaussé dans une empreinte, ce qui ne suffisait pas à la recouvrir entièrement. Donc, quand on voit le portrait robot, on voit qu'il y a un côté humain. Et ça c'est quelque chose qui ressort extrêmement souvent. Nous, on a été dans la vallée du Val-Gaudemar, donc dans les Hautes-Alpes, où les anciens parlaient de ces bretous, qui sont encore signalés, puisque des bergers de la région signalent encore des bretous. Ils les signalent encore, donc il y a des témoignages récents. Il y a même des expositions dans le Val-Gaudemar sur les bretous. Il y en avait eu une à l'été 2020 sur vraiment le bretou, donc des sculptures. Et tout ça, ça fait partie du patrimoine local. Et des bergers continuent de les voir. C'est un lieu où il y a beaucoup de disparitions. Exactement, parce que ces entités enlèvent des humains. Et effectivement, cette région des Hautes-Alpes, il y a énormément de disparitions, puisque dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, où il y a des bretous et des vortex, parce que le phénomène de disparition est multifactoriel et des bases, notamment la base du plateau de l'Albion, il y a à peu près une trentaine de disparitions inexpliquées. Donc, depuis 10 ou 20 ans, ce qui est énorme, parce que c'est quand même une petite région. Oui, et puis c'est autour d'un périmètre quand même. C'est un périmètre relativement petit, où il y a des vortex, des signalements de bretous,
des bases souterraines et tout. Donc peut-être que certaines disparitions sont liées à ces créatures. Et on pense aux disparitions du boscodon, dont Lionel Camille a fait une enquête relativement intéressante. Donc juste Boscodon, qui est une région qui est pas loin du Val-Gaudemar. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ces entités sont très hostiles vis-à-vis de l'humanité, non pas par malice, mais parce qu'elles ont peur de nous. Et ce qui montre encore que ces entités sont intelligentes, les bergers, dans l'ancien temps, confiaient souvent leurs troupeaux à ces bretous. Il y avait une espèce de communication, il y avait parfois même des échanges dans le Val-Gaudemar entre les bergers et les bretous. Les bergers leur donnaient des peaux et en échange, les bretous gardaient les moutons. Il y avait une espèce de communication. Peut-être dans des endroits très reculés. Les bretous ne sont pas disparus. Il y a des témoignages. Je pense que ça a disparu ou que ça s'est réduit parce que la population s'est réduite, mais il y a encore des bretous qui sont signalés, comme le montre le travail de Virgile Candeille, par exemple. Et ce qu'il y a de très, très, très intéressant, c'est que ces créatures, parfois, il y avait une communication. Et parfois, ces créatures attaquaient le bétail inversement. Et à l'église de Saint-Maurice, dans le Val-Gaudemar, il y a 2 hommes sauvages qui sont sculptés sur l'église. Et c'est fait à partir, ces sculptures, donc qui ont au moins 300 ou 400 ans, sont faites à partir de descriptions de personnages qui ont été tués par les habitants du village, de ces bretous qui ont été tués par les habitants du village parce qu'ils mangeaient des moutons. Et aucunement les habitants ne parlaient de singes, les habitants parlaient d'hommes sauvages. D'ailleurs, ces bretous ont été récemment aperçus à Vintimille, à la frontière italienne, par un chauffeur de camion, si ma mémoire est bonne. Donc il y a énormément de témoignages. Et il y a des témoignages dans toutes les régions de France. Même dans des forêts à proximité de Paris, il y a ces apparitions de Bigfoot. Et encore une fois, c'est multifactoriel. Certaines de ces apparitions correspondent à des humanités parallèles, d'autres correspondent à des entités sans âme qui se font passer pour des humanités parallèles, d'autres correspondent tout simplement à des créatures extradimensionnelles. Donc ça va vraiment très loin. Et c'est signalé dans tous les endroits du monde. Par exemple, en Grande-Bretagne, beaucoup de personnes ont vu des représentants de cette humanité parallèle qu'ils appellent le Monkey Man, notamment en Écosse, mais aussi en Angleterre. Et contrairement à ce qui se dit, les forêts européennes, il y a tout à fait la place, même en France, même au Royaume-Uni, même en Belgique, qui sont des pays densément peuplés, mais il y a des endroits qui sont inexplorés. Par exemple, au Royaume-Uni, et j'ai vécu en tout pendant plus de 10 ans là-bas, il faut savoir que quand on sort des villes, notamment en Écosse, c'est complètement désert. Il y a des champs, il y a des forêts, il y a des montagnes. D'ailleurs, en Écosse, les montagnes écossaises, les Highlands, sont totalement inaccessibles parce que c'est des zones protégées. Et l'Angleterre, c'est extrêmement sauvage aussi. Pourtant, on ne croirait pas, mais quand on sort de Londres, Birmingham, des grandes villes, c'est très sauvage. Donc, il y a tout à fait la place pour une humanité inconnue. Pareil au Val-Gaudemar, il y a des endroits où c'est impossible d'y aller. Il y a peut-être un alpiniste qui va une fois par an à certains endroits, mais pour ainsi dire, il y a des endroits du Val-Gaudemar qui sont une vallée relativement petite, mais qui sont inaccessibles pour des humains. Il y a aussi des ruisseaux qui passent. Il y a des ruisseaux, il y a de l'eau, il y a de l'eau et tout ça. Il y a énormément, il y a des cerfs, il y a beaucoup de faune sauvage. Il y a des loups aussi, donc il y a énormément de créatures pour qu'une population de bretous puisse subsister là-bas. Ça, c'est clair. En Angleterre, il y a Andy McGrath, un cryptozoologue
anglais qui a montré que c'est tout à fait possible qu'il y ait une population de Bigfoot, d'hommes sauvages là-bas. Mais vous me direz, pourquoi les gens ne les voient pas? Il faut comprendre que le loup, par exemple, dans les Hautes-Alpes, puisque c'est là où est la vallée du Val-Gaudemar, et c'est là où on habite, c'est le pays du loup. Il y a une centaine de loups. Le loup est devenu un animal, et c'est une très bonne chose, parce que un animal qui n'est plus un animal rare. C'est encore un animal menacé, mais ce n'est plus un animal rare. C'est vraiment des meutes de loups un petit peu partout. Et il y a une population de loups assez importante. Pourtant, il y a quelqu'un qui a voulu chercher à interagir, un réalisateur qui a voulu chercher à filmer ces loups. Il a fait un film, La Vallée des loups, mais il a mis un temps fou pour voir des loups. Reste très bon film. Très bon film. Je mettrai le lien vers le DVD parce que ça vaut vraiment le coup. Quelqu'un qu'on connaît, qui est passionné d'animaux, passionné de loups, il a passé des années à chercher des loups, il n'en a jamais vu. Sauf une fois, il conduisait en voiture et il a vu un loup au bord de la route, dans un endroit relativement peuplé. Mais donc, un animal comme le loup, c'est très difficile de les apercevoir. C'est comme les ours des Pyrénées. Il y a eu à peu près 70 ours dans les Pyrénées, mais c'est quasiment impossible de les voir. Les sangliers, où il y en a beaucoup, beaucoup plus, pareil, c'est très rare de les voir. Pourtant, il y en a énormément. C'est pas une espèce en voie de disparition. On en a vu, mais très rarement. Pourtant, on se promène beaucoup en forêt et tout ça. Pourquoi? Parce que ces animaux sont intelligents. Donc là, il y a tout un mythe contre le loup, parce que le loup, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est pas du tout un prédateur des humains, en tout cas. C'est un animal qui n'est pas dangereux. C'est pas du tout dangereux si on les embête pas. Ils ne sont pas dangereux comme la plupart des animaux. Il y a beaucoup plus à craindre des entités sans âme et d'autres humains que des animaux. Je pense qu'il y a beaucoup de moutons qui sont pris par d'autres choses. Des chiens errants, mais il y a aussi le phénomène des mutilations de bétail qui est lié aux entités sans âme et tout ça. Mais c'est d'autres animaux, mais le loup, des chiens errants surtout, mais le loup, les loups attaquent. Oui, ce n'est pas accepté, c'est triste. Mais tout ça pour dire que des loups donc, qui ont une intelligence animale parviennent à se cacher. Donc on peut imaginer que une humanité parallèle qui connaît parfaitement les forêts, qui possède en plus des pouvoirs psychiques, on peut imaginer que cette humanité parallèle soit capable de se cacher, ce qui explique que très très peu de gens les voient, puisqu'ils connaissent parfaitement les forêts, ils ont des pouvoirs psychiques et ils nous craignent. Donc cette humanité parallèle est vraiment capable de se cacher. Et on peut se poser la question où ces humains parallèles se cachent. Alors, tout simplement dans les forêts, parce qu'il y a de l'espace. D'ailleurs, il y a des constructions qui sont retrouvées qui peuvent paraître artificielles, et que ça soit en France, aux États-Unis et tout ça. Et Tom Lyons parle même de ces espèces de huttes de Bigfoot qui ont été vues, qui ont été retrouvées avec des Bigfoot dedans parfois. Donc, elles peuvent se cacher dans la forêt, mais elles peuvent aussi se cacher dans des galeries souterraines, parce que beaucoup de ces régions où il y a des apparitions de Bigfoot et tout ça sont remplies de grottes. Les Hautes-Alpes, il y a énormément de grottes, par exemple. Donc, il y a énormément de ces grottes qui sont inconnues. Donc, ces Bigfoot, ces humanités parallèles peuvent se cacher dans des grottes. Et ces grottes peuvent mener à ce qu'on peut appeler les galeries souterraines, le monde de la terre creuse, qui est encore un autre monde. Donc, il y a de quoi se cacher, ne serait-ce que dans les forêts, mais après, il y a tout le monde souterrain. Et ce monde souterrain est clairement peuplé à la fois de bases du CMI, mais aussi d'entités sans âme, mais aussi de ces humanités parallèles. Ça, c'est tout un
sujet à aborder. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Ce qui est sûr, c'est que ces humanités parallèles existent et qu'après, il y a des espèces animales inconnues comme le dogman qui ont aussi une intelligence quasi humaine. Ça fera l'objet d'autres podcasts. Il y a aussi un lien avec ces bases souterraines, la présence du CMI et tout ça pour le dogman. Mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs humanités parallèles qui coexistent avec nous. Rien que dans l'humanité Homo sapiens, il y a des pans entiers de l'Homo sapiens qui sont inconnus au reste de la civilisation, entre guillemets. C'est toutes ces tribus inconnues qui n'ont jamais eu de contact. Donc rien que dans l'Homo sapiens, il y a énormément de branches de l'Homo sapiens, de tribus qui n'ont jamais eu de contact avec la civilisation à notre époque. Donc, les humanités parallèles, qui elles sont différentes d'Homo sapiens, il y en a énormément. Il y en a. C'est des peuples inconnus. C'est même pas des peuples inconnus, c'est des humanités inconnues qui vivent dans cette dimension. Ces humanités inconnues sont capables, ont conservé leur pouvoir psychique, elles sont capables de se mouvoir avec beaucoup de rapidité, elles ont conservé des pouvoirs psychiques et elles connaissent leur environnement comme on connaît notre main. Donc elles sont capables de se cacher de nous. Elles possèdent une très grande intelligence. Beaucoup de squelettes attribués à des hommes préhistoriques viennent en fait de ces humanités parallèles qui continuent de coexister avec nous. Toutes les années, des gens les signalent. On n'a qu'à voir le nombre énorme de témoignages de fées, de gnomes qui continuent d'affluer. Certains de ces témoignages sont des entités sans âme, mais d'autres correspondent à ces humanités parallèles. Dans des régions comme la France et la Grande-Bretagne, il y a énormément de témoignages d'apparitions d'hommes sauvages, Bigfoot, Bretons. Des Hautes-Alpes qui a été écrit. Oui, c'est par Charles Joistin, très très bien. Ça avec aussi beaucoup de témoignages qui datent des années 40, années 50, donc de l'époque contemporaine. Et les témoignages continuent à notre époque. Simplement, ces humanités parallèles, parce qu'il y en a plusieurs, sont aussi intelligents que nous. Mais elles n'ont pas la technologie, mais elles ont des pouvoirs psychiques, elles connaissent la nature et elles ont peur de nous. Donc elles nous fuient. Quand interaction il y a, c'est très souvent hostile et beaucoup de disparitions peuvent être attribuées à cette humanité parallèle, enfin certaines disparitions, non pas parce qu'elle est méchante, parce qu'elle est malfaisante, mais parce qu'elle a peur de nous. Et ces humanités parallèles, on les retrouve un petit peu partout. Elles vivent dans les coins les plus reculés des forêts, mais elles sont liées aussi aux galeries souterraines de la terre creuse. Et parfois, on voit des trous dans les arbres, ça peut être carrément des habitats de fées. Justement, il y a des gens qui ont signalé des fées, des gnomes de petite taille. Il y a même des squelettes qui ont été découverts de petite taille comme ça. Donc ça, c'est encore un autre type d'humanité parallèle. Par exemple, les époux Gilroy, Rex Gilroy et son épouse qui travaillent avec lui, et ça fait 60 ans qu'ils travaillent ensemble sur le sujet, ils ont signalé en Australie, dans les régions les plus reculées, des hommes sauvages de 4 ou 5 mètres de haut. Donc, ces humanités, comme des humains qui laissaient des empreintes de pas et tout ça, qui ressemblaient à des géants. Donc, est-ce que c'est des leurres d'entités sans âme ou est-ce que c'est des humanités parallèles? On ne peut pas savoir, mais ça peut se cacher un petit peu partout. Et il y a toute cette connexion avec la Terre creuse, les galeries de la Terre creuse, parce que beaucoup de grottes inexplorées mènent au monde souterrain. Et ce monde de la Terre creuse est peuplé d'entités non humaines. Et donc, je voudrais, pour terminer ce podcast, rendre hommage
à McTonis. McTonis, c'est un chercheur américain qui est décédé à 34 ans en 2009, qui a utilisé le terme cryptoterrestre, donc autrement dit, les créatures terrestres cachées. Et je pense qu'il est tombé sur quelque chose. Je pense qu'il y a tout ce système de contrôle des entités sans âme, il y a des animaux inconnus, c'est la cryptozoologie, mais il y a aussi des cryptoterrestres, c'est-à-dire des humanités parallèles, même d'autres espèces intelligentes, d'aspect pas forcément humain, comme les dogmen et tout ça, qui vivent sur cette terre ou dans cette fausse création avec nous, qui sont tombés en même temps que nous. Et je pense que ces créatures sont très souvent liées aux galeries souterraines. Donc, ça fera l'objet d'autres podcasts. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Pas d'au-delà de l'illusion, de notre chaîne YouTube. À bientôt, merci, au revoir.